parfait. C'est très agréable d'écouter quelqu'un faire le travail à sa place. Et surtout, ça va un peu plus loin que mon travail, puisque moi, en fait, j'essaie de donner les outils pour comprendre effectivement l'effondrement, les manipulations, la démoralisation. Enfin, on voit qu'on a repassé tout ça en revue. Hein. L'idée que le nomade est un prédateur et il y a de producteur que le sédentaire, donc l'idée du réenracinement qui touche de façon concrète et sérieuse cette idéologie du métissage qu'on nous vend, qui est souvent très difficile à détricoter car ce n'est pas du tout une hostilité à l'autre, c'est justement de comprendre qu'est-ce qui fait, où sont nos points faibles, où est le danger. Donc je pense que cette approche plus concrète que la mienne et la continuation de mon travail, qui est d'ailleurs un travail collectif, puisque moi-même j'ai puisé partout où j'ai pu. Et surtout, ça correspond à un calendrier qui s'aggrave, parce que, à part le plaisir d'avoir raison, ce plaisir devient pour moi même très pervers, parce que quand je vois ce qui s'est passé récemment, la semaine dernière, j'avais même annoncé le nombre de morts, pour ceux qui ont vu. Hein. Parce que pourquoi ? Parce que quand on comprend le processus, il y a une espèce de logique, c'est un peu comme aujourd'hui, comment dirais-je, dans l'astronomie moderne, on n'a pas besoin de voir pour savoir. On déduit par des équations mathématiques. On se dit forcément, compte tenu de ce qui se passe en ce moment, il va se passer ça pour redresser la barre statistique du pourcentage de Sarkozy, de machin, de trucs. Forcément, vu la tendance que prend en ce moment le front grâce à la ligne que j'ai apportée, il va falloir ramener les ouvriers dans le camp du système et hop, d'un seul coup, comme Besancenot est tombé, on a un Mélenchon qui sort. Je veux dire, à un moment donné, quand on a la vision globale, et qu'on a compris que le système était très intelligent, puisqu'il fallait ces deux joueurs d'échecs, en fait on se dit, ben voilà, j'ai déplacé ma pièce là, forcément, s'il ne veut pas être mat dans les 8 coups à venir, il va forcément jouer à peu près intelligemment pour prolonger au moins la partie, et ça bouge. Et ça bouge, et on voit très bien que ça bouge. Alors moi, en ce moment, je suis partagé entre la satisfaction d'avoir incroyablement raison, et l'inquiétude d'avoir raison, puisque si j'ai raison, on va vraiment aller au bout de la catastrophe, du chaos, etc. Et on aura raison, mais on perdra. C'est ça que ça veut dire. C'est que moi, je n'ai pas les moyens de la victoire. Je dis simplement, j'avais raison. C'est-à-dire qu'au moment de mourir, je dirais, j'avais tout prévu. Mais on va mourir, quoi. Et moi, le premier, c'est une évidence. Contre ce qui se passe en ce moment, je suis entre deux feux de manière très violente. Et quand je dis ça, c'est concret. Je viens de changer de numéro de téléphone, tellement je recevais d'appels anonymes, de menaces de mort, etc., etc. On m'attribue les 3 enfants de l'école sur les sites, disant que c'est moi qui suis responsable. Le but de tout ça, effectivement, ça aussi j'explique, quand il commence à y avoir des morts, etc., le néocortex se déconnecte et on retourne au cerveau rectilien, c'est qu'à ce moment-là, c'est le sang appelle le sang, la raison est déconnectée. Et c'est fait pour ça. Et vous pouvez remarquer que vous pouvez faire basculer une démocratie avancée dans le n'importe quoi, le délirant, le purement émotionnel, affectif qui peut déboucher sur n'importe quoi, par quelque chose de très très minimum, c'est 3 enfants morts, avec derrière une manière d'interpréter les choses politiquement et médiatiquement. C'est-à-dire que nous sommes une société ultra fragile, je l'ai déjà dit plein de fois. Les gens qui sont au pouvoir sont comme un DJ, avec une table de mixage, et ils ont des boutons et des curseurs, ils peuvent déclencher à peu près tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. Des émeutes urbaines, des opérations sous faux drapeau, de la tension communautaire dans un sens ou dans un autre, de la fausse relance économique, des fausses solutions sociales. Enfin, je veux dire, il y a une maîtrise très très grande de cette ingénierie de la domination et de la manipulation. Et tout ça, on peut dire, oui, on a compris, on est très malin, etc. Mais après, effectivement, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, sachant qu'on ne peut pas gagner par les voies démocratico-politiques. C'est déjà plié, on le voit très bien. On voit très bien que quel que soit le résultat des élections qui viennent, que ce soit Sarkozy qui est réélu, parce que je commence à penser même, tellement le système de domination est puissant, qu'il est même possible que Sarkozy, qui est l'équivalent de Elstine, rappelez-vous que le système a réussi à faire réélire Elstine en Russie, qui à un moment donné était à 2% dans les sondages. C'était l'assassin de la Russie, l'espérance de vie était tombée à 52 ans en Russie. Ils ont réussi, à coup de manipulation d'argent, de spéculation sur la bêtise, etc., à le faire réélire. Et là, s'ils ont fait réélire Elstine, ils peuvent faire réélire Sarkozy. Il suffit pour ça d'encore 2-3 autres trucs, comme on a vu à Toulouse, etc., bien gérés, etc., avec en face des gens qui n'existent pas, c'est Hollande, coincé dans son discours immigrationniste, etc. On voit très bien le piège. Derrière les petits moyens du Front National, qui n'ayant pas le contrôle des médias, effectivement, on peut très bien imaginer quand on va fouiller la planque de ce jeune homme mort, avec 30 balles dans le corps, après avoir sauté par la fenêtre,
Dans un film de John Woo, on peut retrouver chez lui demain, si on veut, mon livre, le bouquin de Pierrot, une affiche de Marine Le Pen, bon, évidemment, ça que j'ai là-bas, hein, une paire de la bouche, un Coran, enfin, et on peut y mettre absolument tout ce qu'on veut. Je veux dire, c'est du velours, quoi. Hein, avec derrière, effectivement, tous les relais médiatiques de gauche, de droite, d'élite, enfin, de Canal+, arrivé, machin, etc. Et donc voilà, on est totalement impuissant face à tout ça, et je vous dis, c'est très impressionnant, c'est même très spectaculaire, ça peut même être assez réjouissant, comme le spectacle de l'effondrement, jusqu'à un moment où on comprend que cet effondrement qu'on regarde, dans 5 minutes, c'est l'histoire du champignon atomique, on regarde comme c'est beau, et puis 5 minutes après, eh ben on prend conscience qu'on va être vitrifié et transformé en poussière, et qu'on court même à la vitesse du 7 Bolt, qu'on n'a pas prévu sa propre survie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je suis dans une situation, je le dis souvent, où j'ai admis ma propre mort, parce que quelque part, si je m'engage pas dans un processus comme celui de votre camarade, ma mort est programmée, je le dis clairement. Quoi, hein, je veux dire, éliminée physiquement par une opération souffle-drapeau. Il n'y a qu'à voir comment on me met en ce moment des musulmans dans la gueule de façon de plus en plus violente, on me traite de responsable de crimes, etc. À un moment donné, c'est... Donc, effectivement, dans ce processus qui s'accélère terriblement, parce que l'affaire de Toulouse, c'est incroyablement parfait comme histoire, et c'est arrivé, c'est pas de la fiction, de la réalité. Et on peut avoir encore, demain, j'en ai plein la besace, hein, des scénarios comme ça. J'avais parlé d'un jeune djihadiste de banlieue qui se venge, parce que maintenant c'est un héros, le jeune homme qui est mort. Hein. Et je vous dis, la prochaine fois, ce qu'on peut trouver, c'est un jeune fou de banlieue, on va trouver un, qui va égorger un Gaulois avec un couteau de cuisine, qui va faire une vidéo sur YouTube en criant à la Akbar, vous voyez. Et on verra un papy en pantoufles retraité se faire couper la tête. Tout ça a été fait en Tchétchénie, a été fait en Libye, etc. Tout est possible. Et face à ça, on assiste à des déferlantes de violence, de haine, etc., avec un monde effectivement démoralisé intégralement, il faut le savoir, et nous sommes totalement impuissants. Voilà. Donc c'est pour ça que le commentaire électoraliste, moi je le fais, l'analyse je la fais, puis à un moment donné, il y a, vous avez ce plaisir d'avoir raison qui devient une angoisse, parce que si j'ai raison, on va se prendre très vite tout ça dans la gueule, et qu'est-ce que nous avons comme moyen d'y survivre? Bon, moi je suis double national, je vis à la ville en même temps loin des villes, je suis membre du club de tir de la police, j'ai mon permis de chasse, je suis professeur de boxe, donc effectivement je suis un petit peu préparé, mais moi je pense à des amis bobos que j'ai encore, qui vivent dans des magnifiques petits pavillons, à Montreuil, à Bobigny, vous voyez, et faites la sociologie de Paris et de ses banlieues. Et regardez un peu si la catastrophe ethnico-économique, hein, parce qu'on mixe bien les deux, s'aggrave, ce qui peut se passer pour des bobos qui passent leur temps à faire bisous aux métis, en ne savant même pas comment on ouvre un couteau suisse, et qui vivent à quelques centaines de mètres de cités, de banlieues, de gens qu'on a chauffés à blanc, encore un peu plus avec le jeune homme qui vient de mourir. Le jour où effectivement, avec la colère, la misère économique qui s'aggrave, le problème effectivement des ressources, etc., il y a des gens qui vont être ultra fragiles, hein, et qui ne sont pas prêts du tout à ça. Et ça ressemble effectivement à des... Et ça peut arriver dans quelques mois, dans certains endroits précis, je parle de... D'ailleurs, je le dis, il y a une espèce de justice immanente, parce que ceux qui sont en première ligne, c'est les bobos, les colos PS. Hein. C'est la justice immanente hegelienne, ils vont... Exactement comme les éducateurs, vous voyez, de banlieue se prennent exactement dans la gueule aujourd'hui avec les jeunes, tout ce qu'ils ont mis en place de A à Z en instillant la haine de la France, la haine de l'autorité, la haine du père, l'apologie de la repentance, de la réparation mémorielle, enfin toutes ces merdes. Les premiers à se les prendre dans la gueule, c'est ceux qui ont distillé le venin. Hein. Donc il y a effectivement une sorte de morale immanente, de type d'analyse hegelienne, mais c'est pas suffisant, quoi. Et puis de toute façon, on ne peut pas se réjouir non plus de la mort de l'imbécile, hein, parce que malgré tout, on est chrétien, on est humain, et ça fait de la peine, quoi, même de voir son propre ennemi, le propre crétin qui a passé 20 ans à le traiter de fasciste, et à attendre à regarder l'ennemi arriver là du côté du Front National, alors qu'en fait tout le danger venait de l'autre côté, quoi. Je veux dire, ça nous fera ricaner 5 minutes, mais c'est tragique. Voilà. Donc, effectivement, après la compréhension de tout ça, la conscience que cette analyse est juste, parce que c'est vrai que quand on disait ça il y a quelques années, on disait bon, c'est un peu de la fiction, etc. Mais maintenant, le nouvel ordre mondial, les opérations sous faux drapeau qui se rapprochent, la Troisième Guerre mondiale qui se met quand même en place avec l'Iran, etc. La mise au pas de plus en plus violente. On voit qu'au Mali, il y a eu un coup d'État là, récemment. Enfin, on voit que tout ça s'accélère, la lutte pour les matières premières, les prétextes pour faire la guerre de plus en plus évidentes, rapides, etc. L'effondrement aussi des clercs d'opposition. Il n'y a plus d'opposition en France.
Je fais remarquer que ce jeune djihadiste qui vient de mourir là travaillait encore la semaine dernière pour Bernard-Henri Lévy. Il faut le savoir. Bravo. Oui, c'est de ça. C'est de ça dont on. C'est de ça dont on s'est. C'est ces gens-là dont on s'est réjoui du travail en Libye contre Kadhafi. Donc c'est d'une perversité incroyable, et surtout avec le travail des médias, les gens n'ont même plus la capacité critique de connecter les trucs. C'est-à-dire que, je fais exprès d'insister sur ce sujet, parce que c'est un sujet chaud, ce jeune djihadiste est exactement ceux que j'ai vus en Bosnie est entraînés dans des camps cachés en Bosnie, avec l'aval de M. Kouchner, tout l'accompagnement idéologique de M. Bernard-Henri Lévy, à l'époque où il a fallu démanteler la Yougoslavie en mettant à genoux le grand peuple des Balkans, qui est le peuple serbe. On s'est appuyé, oui, bien sûr, avec l'argent de l'Arabie Saoudite. J'ai été là-bas sur place, j'ai vu tout ça, hein, avec les services anglais, israéliens, français, américains, etc. Donc à un moment donné, ce jeune djihadiste qui est l'ennemi de l'humanité, en réalité, on l'a mis en avant en Tchétchénie contre Poutine, on l'a mis en Bosnie et au Kosovo contre finalement cette Yougoslavie qui était une paix locale, intercommunautaire. On vient de le mettre en Libye pour détruire le pays le plus prospère d'Afrique. C'est une évidence. Et il est déjà en train d'être en Syrie pour essayer de faire tomber le régime de Assad. Donc en même temps, on nous dit que ce jeune homme est l'ennemi de l'humanité, en même temps, il est le harki de nos dominants mondialistes. Et ce qui est incroyable, c'est que très peu de gens font le lien, que c'est ce même djihadiste qu'on nous vend à la fois comme celui qui va faire tomber les dictatures, hein, et celui qu'on met en avant aujourd'hui politiquement d'ailleurs, discrètement, mais quand même aussi en Tunisie et en Égypte, hein, on le met aussi en avant. Et très peu de gens ont les moyens de connecter toutes ces espèces de perversions ambivalentes, etc., grâce à l'aide dans le travail des médias, aussi l'incroyable vitesse de turnover des médias, où les 3 enfants morts étaient quelque chose d'inouï, d'inhumain, etc. Et le lendemain, on a changé de feuilleton, on est passé au feuilleton de la traque de l'ennemi public numéro 1, c'est qu'on avait oublié les 3 enfants le lendemain. Hein. Je veux dire, ça va à une vitesse incroyable. Et tout ça participe de cet effondrement psychologico-moral des gens. C'est-à-dire que les gens n'ont plus de recul, plus de capacité de produire ce qu'on appelle des liens logiques, c'est-à-dire de produire des raisonnements, ce qu'on appelle des concaténations. C'est d'enchaîner logiquement les choses pour avoir une vision globale. Nous sommes dans tout ça. Donc, à la fois, je pense que plus les événements s'accélèrent, plus nous voyons que nous avons raison, mais plus nous voyons aussi que nous sommes impuissants. Je ferai remarquer aussi qu'une des premières choses qu'a dit Sarkozy, c'est qu'il fallait lutter contre les gens qui allaient sur des mauvais sites internet y lire des mauvaises choses, vous voyez. Moi, ça fait vrai que je dis, de toute façon, pour l'instant, on y arrive encore parce qu'on a Internet, mais ils pensent à comment nous l'enlever. Donc au début, c'est lutte contre la pédophilie, après, lutte contre l'apologie du terrorisme. Alors je me dis, tant mieux, ça va faire fermer plein de sites d'extrême droite sionistes. Je ne suis pas sûr que ça fonctionnera comme ça, vous voyez. Voilà. Donc on voit tout ça se mettre en place de façon de plus en plus vite, et aujourd'hui, le truc, c'est plus de contester si je suis un paranoïaque, un débile, ou si j'ai rien compris, c'est dire... bon, bah finalement, Soral, il a pas mal pigé, deviné de trucs, et je dis, bon, bah maintenant, on a raison. On constate aussi votre impuissance politique, puisqu'on voit bien, effectivement, que c'est incroyablement... L'ingénierie de domination politique est incroyablement subtile. On le voit avec la manière dont, voilà, les sondages, machin, il y a Mélenchon qui monte, il y a Marine qui baisse, il y a Hollande qui est là, il y a Sarkozy d'un seul coup qui sort toujours... ça y est, il a tout compris à ses erreurs d'il y a 5 ans, il va tout faire bien la prochaine fois, et il nous dit, aidez-moi, j'aime bien, c'est aidez-moi. Et il est rentré d'ailleurs en campagne d'opposition contre le président actuel. C'est-à-dire qu'en fait, quand on réfléchit à sa critique, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on nous prend tellement pour des imbéciles, et ça fonctionne tellement, donc on a raison, qu'aujourd'hui Sarkozy est un candidat d'opposition qui lutte contre le président en place, dont il nous dit que c'est le candidat bling-bling de la finance et des multinationales, qu'il va enfin falloir oser prendre à bras-le-corps ce problème des élites. Et ça passe relativement, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que, évidemment, c'est juste pour l'instant c'est comique, mais voilà, effectivement, quand on pousse la tête rousse, on va plus rigoler à certains moments, et effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette conférence commune, c'est que, et d'ailleurs on a des projets ensemble de développer un site survivaliste, de plus en plus, vous l'avez vu avec Contre-Culture, de faire effectivement, parce qu'il faut aujourd'hui sauver le patrimoine culturel et aussi rééditer des livres qu'on nous cache, etc. Enfin, faire de la formation. Tout ça, Égalité et Réconciliation essaye de le faire. C'est-à-dire qu'on a monté Contre-Culture, on fait de l'édition, on va sortir un bouquin de Shekim Ramosen, on va vendre un bouquin de Bouguine. Enfin, on essaye
d'aider les gens à renforcer, à muscler leur cerveau et leur capacité critique. On a aussi développé récemment avec des jeunes d'égalité et réconciliation. Hein, tout ça se fait dans une logique de ce qu'on appelle CEL, la CEL. Hein, c'est de l'économie, comment on dit, équitable, mais pas équitable avec de l'autre bout de la terre, de l'économie équitable entre nous, parce que finalement, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Et là, on a créé effectivement au bon sens, avec des jeunes de chez nous qui font du produit écologique. On va monter, je pense, un site de survivalisme pour qu'à un moment donné, il y ait des conseils, qu'est-ce qu'il faut acheter, pas acheter, etc. On est de plus en plus dans le pratique, c'est ça que je veux dire, parce que on est arrivé au bout du théorique. En fait, moi, je suis très fier d'avoir raison, enfin très fier et des fois très angoissé. Quand j'ai dit ils vont tuer 3 petits-enfants, vous allez voir, bon, ils ont 3 petits-enfants, je ne peux pas vraiment me réjouir. Quoi, voilà, si demain, effectivement, il y a un égorgeur qui nous fait une petite vidéo pour venger le héros, le petit héros, là, je dirais j'ai encore raison, mais ça sera un plaisir mêlé de consternation et d'angoisse. Hein, voilà. Et nous en sommes maintenant là, effectivement, à ce que j'appelle cette logique du réseau, c'est-à-dire ceux qui ont compris passent un peu à l'action, qui est quelque chose de discret, hein, c'est pas le pathos révolutionnaire de Besancenot ou de Nab, qui le truc d'adolescents finalement, qui aiment la barricade, le feu, le sang, parce qu'ils croient qu'ils sont au cinéma, et qui n'ont aucune conscience de ce que c'est que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, la violence, la mort, c'est angoissant et c'est laid. Malheureusement, tout le cinéma nous a vendu ça comme un spectacle agréable, et surtout agréable et sans danger. C'est-à-dire qui est toute l'histoire du cinéma américain, qui est un cinéma d'hyper-violence, parfaitement confortable, hein, qui n'est pas d'ailleurs du tout le cinéma russe ou le cinéma même canadien, où en fait on ne montre jamais la dimension d'angoisse terrible de la violence. Moi je suis professeur de boxe et boxeur. Je veux dire, quand je me bats avec quelqu'un et qui m'agresse, et que je visualise le moment où je vais lui mettre un coup de boule et que je vais sentir son nez éclater et son cartilage se détacher de son os, ça m'angoisse personnellement, je sais que je vais être obligé de le faire, mais ce n'est pas drôle à aucun moment, je vous assure. Et c'est très triste, et après des fois on pleure. Mais Alain, un coup de boule, quand tu fais de la boxe, déjà, ça passe pas. Non, mais c'est pas le sujet. Je veux dire, c'est que même la violence... Moi je suis d'accord, je t'écoute. Oui, justement, écoute-moi, il soit bien élevé, ce que je veux dire, c'est que tout le système de domination nous a vendu la violence amusante, la mort confortable, la mort de l'autre, etc. En réalité, même la violence qu'on est capable de la donner est quelque chose de tragique. Ça veut dire que c'est une chose qu'on fait en dernière instance. Et moi, il m'est arrivé personnellement, après des bagarres, de pleurer. Vous voyez, de pleurer sur la laideur de ce que j'avais moi-même vécu et à quoi j'avais été obligé de participer. Et c'est tout ça qu'il faut essayer d'éviter. Comment? Justement par le maillage de ces réseaux qu'on doit créer, des gens, comme aujourd'hui d'ailleurs, où il n'y a pas de... Si j'avais ce genre de discussion dans un milieu moyen, par exemple nantais d'étudiants de gauche, qui est sans doute le milieu le plus stupide qui existe, ça se passerait très très mal, parce que je suis au milieu d'une horde d'imbéciles dominés, très arrogants dans tous les concepts, et l'antifascisme, l'antiracisme, etc. Déjà là, il y a quelque chose d'agréable, c'est que nous sommes entre des gens qui ont fait un parcours d'initiation et de conscience. Et c'est déjà quelque chose d'agréable, je dis bien d'agréable, parce qu'en dernière instance, on cherche à avoir une vie agréable. Le but de la politique est le bonheur, hein, quand même. Hein. C'est pas la domination, c'est le bonheur. Et tout ça, il faut arriver à le prolonger, effectivement, dans cette idée à un moment donné que non seulement on crée des unités d'intelligence et de survie pour nous, mais qui sont maillées en réseau. C'est-à-dire qu'on sait qu'à 200 mètres, il y a un camarade, un ami, une famille qui a la même conscience et qui vit la même chose, qu'on peut aller le voir sans se faire tirer dessus, qu'on peut lui demander son aide et lui apporter son aide. Et c'est toute cette idée de réseau qui est un peu aussi l'idée qui s'est fait naturellement d'égalité et réconciliation, c'est que dans toutes les villes, on a un ami en ce moment qui le vit, il fait des études, il n'a pas beaucoup d'argent, il sait qu'il peut être logé, aider ces réseaux d'entraide et de solidarité de gens qui ont la même conscience, et ça s'appelle ça, excusez-moi, la civilisation authentique. C'est-à-dire nous ne sommes pas des animaux, nous sommes un animal collectif qui s'appelle l'homme, nous fonctionnons sur des valeurs, et ces valeurs sont effectivement la capacité d'échange, parce que c'est ça, on a oublié dans nos sociétés de prédation intégrale, que ce qui fonde le lien, c'est l'échange. C'est mon statut vient du fait que je peux te donner, et ton statut vient du fait que tu peux me rendre. Hein, c'est l'idée du potlatch, c'est l'idée du fondement civilisationnel. Et le plus fort est celui qui peut donner le plus. C'est l'idée de toutes les hiérarchies traditionnelles. Alors que nous sommes dans un monde où le plus fort est celui qui t'encule à sec en te mentant et en t'en prenant le plus violemment, etc. Et j'emploie volontairement des mots vulgaires, parce que c'est vulgaire. On ne me reproche pas. C'est quand on me reproche de dire islamo-racaille. Il existe des islamo-racailles. Que ce soit déshonorant d'associer islam à racaille, c'est effectivement horrible. Mais c'est pas le mot, vous savez, c'est pas un aveugle, c'est triste, donc on va dire un non-voyant. Non, il faut assumer les mots et la violence des mots. Ça fait aussi partie du combat d'émancipation. Aujourd'hui, des gens pervers, en s'appuyant sur des drames sociaux, historiques explicables, ont mis en branle un petit nombre d'islamo-racailles qu'ils manipulent à distance et qui sont catastrophiques
pour le projet de réconciliation nationale, pour le projet civilisationnel, pour l'image de l'islam, etc. On le sait. J'ose affronter ce problème à bras-le-corps. Normalement, des musulmans devraient le faire. J'attends qu'ils le fassent. Je pense qu'ils vont bientôt le faire. On a tout fait pour qu'ils ne puissent pas le faire. Hein. C'est une évidence. Voilà. Mais il faut oser, je dirais, affronter ces problèmes, passer au stade d'après. Et c'est pour ça aujourd'hui que de plus en plus mon travail sera de donner la parole à d'autres. Demain, peut-être aux musulmans de Fils de France ou à Albert Ali, etc. Parce qu'il y a urgence, après avoir raison, de trouver des solutions qui ne peuvent pas être des solutions politico-politiciennes, parce que nous ne pouvons pas gagner sur ce terrain-là par définition, mais qui sont des solutions effectivement de réconciliation, de maillage, de réseau, fondées sur l'intelligence, la fraternité, etc., etc. Il est urgent de le faire, nous commençons à le faire, et c'est, je dirais, de plus en plus l'objet de ces réunions, plutôt que de nous flatter entre nous d'avoir raison, de sortir aussi des références, de dire j'ai lu tel livre, il a lu tel livre, machin dit ça, je sais ça, as-tu lu ça, etc. Moi aujourd'hui, je ne suis même plus dans un combat d'érudition, je suis content de savoir que d'autres maîtrisent d'autres domaines que moi. Je suis comme un médecin généraliste, je suis un bricoleur généraliste qui est un peu intuitif. Il y a des spécialistes bien meilleurs que moi dans tous les sujets, mais je suis peut-être capable effectivement de leur donner la parole, une audience sur le site Égalité et Réconciliation qui a une grosse écoute, et de les mettre en relation. Voilà, donc je fais de plus en plus un travail de médiateur, de vulgarisateur si je peux, d'animateur aussi, parce que peut-être j'ai un petit talent d'animateur un peu rigolo. Voilà, j'ai cette conscience-là, mais voilà, mon but, c'est je vous le dis aujourd'hui, c'est pas de faire le malin, de tirer la couverture à moi, c'est vraiment de dire il faut qu'on passe à la phase active de solidarité, de travail, etc. Et moi, mon travail, effectivement, c'est la lecture, l'analyse des choses, puis après, il y a derrière, il faut agir, voilà. Et effectivement, c'est de plus en plus urgent, c'est de plus en plus pressant, et c'est la raison, effectivement, de cette proximité. Et maintenant que j'ai dit ça, je crois, puisque je pense que les gens viennent aussi pour participer, et ben je pense que Pierre et moi attendons vos questions, et nous y répondrons au hasard des questions, l'un ou l'autre. Voilà, merci.